On a appris ça au lycée. En général, ça fait partie du programme. Puis elle est née tout près d'ici, il y a quelques 2 millénaires et demi, près de chez vous. Et pour moi, la rhétorique des figures interroge la figurativité. Elle identifie avec une minutie extraordinaire tous les phénomènes, ces micro-phénomènes qui se passent dans la mise en œuvre du langage, qu'on appelle les figures. Et c'est intéressant parce que ça fait partie, les figures, les tropes, font partie de cette section traditionnelle de la rhétorique que l'on nomme l'élocutio. Et l'élocutio, c'est l'énonciation. C'est le moment, après la dispositio, après l'inventio, la dispositio, l'élocutio, c'est la mise en œuvre, c'est le moment énonciatif. Et donc, et c'est ce moment-là qui est celui du monde merveilleux des tropes, catachrèse, métonymie, métaphore, parabole, prosopopée, hypotypose, pour l'hyperfigurativité, etc., etc. Je ne cite que quelques-unes ici de ces modulations, mais je ne sais pas si en Turquie il existe le même travail. En France, il y a quelqu'un qui s'appelle Duprier qui a fait un livre sur les figures du discours. Il a répertorié 8000 figures. Ces petites déformations dans la langue qui créent des effets. Moi je trouve que, ça fait longtemps que je trouve que la sémiotique aurait dû ou devrait se réemparer de cet héritage extraordinaire de la rhétorique, autrement qu'en parlant des noms d'oiseaux. Si vous voulez, pour le Duprier, ça s'écrit D-U-P-R-I-E-Z, et son livre s'appelle Le Gradus. Le Gradus, vous connaissez, il existe, j'imagine que les manuels de rhétorique, vous devez en avoir jusque, voilà. Donc, voilà. Mais, alors rentrons dans cet univers. Je partirai d'une citation, vous voyez, l'image poétique nous met à l'origine de l'être parlant, écrit Gaston Bachelard dans La poétique de l'espace. J'ajouterai que plus généralement, la figurativité, avec ces figures justement dites de rhétorique, qu'on appelle aussi des tropes, loin d'être une simple ornementation des choses, comme disait Grémas, loin d'être ce décorum pour produire de l'effet, pour augmenter l'intensité persuasive du discours, selon la tradition rhétorique, je crois que ces figures nous montrent presque en son émergence le sujet parlant. Et dans cette émergence, il y a, me semble-t-il, au moins 3 questions qui peuvent se poser. Celle du représentable, le figuratif. Celle du sujet, qui l'énonce. Et celle de l'interaction, qui est impliquée avec la valeur en jeu dans cette co-énonciation. Parce que les figures, on les ressent, on les interprète, on les approuve, on les réprouve, vous voyez, il y a toute une scène. Pour illustrer, je dirais que les figures, c'est le lieu de l'énonciation et d'une dramaturgie particulière de cette énonciation, avec ses effets. On sait bien, par exemple, regardez, prenez un cas extrêmement courant, extrêmement simple. On parlait de Jean-Claude Coquet, il est qualifié d'ironiste. Qu'est-ce que c'est qu'un ironiste? Et Jan Kelevich, le philosophe, a écrit un très beau livre intitulé L'ironie, et je me souviens que dans ce livre, il parle, il emploie un mot venu du grec ancien, l'hétérie des ironies. Une hétérie, H-E-T-A-I-R-I-E, c'est un groupe d'appartenance. Et l'ironie a pour effet de créer
de la complicité forcée, hein, du groupe d'appartenance. Donc il y a, moi je dirais qu'à travers chaque figure, au sens rhétorique du terme, il y a une scénographie de l'interaction. Quand on est dans l'hypotypose, par exemple, c'est-à-dire cette figure qui consiste à rendre à rendre une représentation figurative tellement vive et tellement puissante dans ses couleurs et dans ses intensités que l'on croit être dans la réalité. On voit bien que le cinéma, je pense à un film comme Twister, par exemple, Twister. Je ne sais pas si vous connaissez ce film sur les tornades géantes. On est en pleine hypotypose. On est conduit à vivre l'événement tel qu'en lui-même. Alors, je voudrais, pour cela, partir d'un texte, une nouvelle de Maupassant. Une nouvelle de Maupassant qui s'intitule « La nuit » et qui porte comme sous-titre « Cauchemar ». C'est une des nouvelles du fantastique maupassantien, qui n'est pas un fantastique faisant intervenir des personnages de l'autre côté de la frontière de la mort, mais qui est un fantastique de la déformation perceptive. C'est-à-dire, je dirais, un fantastique de défigurativisation. Et l'étude que j'avais faite il y a très longtemps, c'était pour un volume d'hommage à Jacques Génie-Nasca, je l'avais intitulé « La nuit défigurée ». Parce que l'histoire est assez simple, même elle est tout à fait élémentaire. Il s'agit de l'histoire fort simple, c'est un récit à la première personne, du narrateur qui aime marcher la nuit dans Paris. Il aime déambuler. Et c'est l'histoire d'une grande déambulation dans Paris. On peut suivre sur une carte, un plan de Paris, on peut suivre son parcours. Il va de l'Opéra jusqu'au Bois de Boulogne. Il rentre ensuite du Bois de Boulogne, il repasse par les Champs-Élysées, il passe ensuite par les grands boulevards et il termine catastrophiquement dans la vase de la Seine. Et l'incipit de cette nouvelle, c'est « J'aime la nuit avec passion ». C'est une promenade qui commence dans l'exaltation et qui se termine en cauchemar. Les lumières et les couleurs, repères identitaires de la nuit urbaine, progressivement s'effacent. Petit à petit, la ville se vide de toute forme. Et la nuit aussi, elle devient absence, un absolu de nuit. Hors de toute différence signifiante, un trou noir conduisant le narrateur héros à l'aphasie et à l'effacement. Car parallèlement, les figures construisent le sujet, qui établissent son ego. Ces figures cessent de l'exprimer, puisque les figures disparaissent. Il prenait forme par les figures, au sens rhétorique du terme, par les tropes. Et voici qu'il se défait dans une sorte de dégradation catastrophique de sa propre expression. Au fond, il s'actualisait, en termes de mode d'existence, il s'actualisait et se réalisait dans la nuit figurée, et il se défait et se virtualise dans la nuit défigurée. C'est la séquence finale du récit. C'est donc bien un événement de langage qui m'est apparu comme le phénomène marquant de ce conte, déterminant son inscription dans le genre fantastique. Parce que c'est une histoire de l'effondrement du langage. Et ça passe par la problématique des figures, au sens tropologique du terme, c'est-à-dire rhétorique. La séquence initiale, que j'ai nommée la nuit figurée, est riche d'un réseau étonnamment dense de figures analogiques, métaphores filées, métonymie, comparaisons redondantes, autres figures. Voici un exemple que j'ai ici. En descendant vers les boulevards, je regardais au-dessus de ma tête le fleuve noir et plein d'étoiles découpées dans le ciel par les toits de la rue.
qui tournait et faisait onduler comme une vraie rivière ce ruisseau roulant des astres. Le figuratif, au sens propre, on le voit, se redouble ici, se grossit, se déploie, s'épanche dans des figures, au sens figuré de la rhétorique, à travers trois figures, le fleuve, la rivière et le ruisseau. Et on voit la substitution, on peut dire que l'eau est dans l'air. C'est curieux, l'eau est dans l'air. Mais en plus, la suite des figures est assez intéressante, en ce sens que on a une régression figurative des cours d'eau. On remonte de l'estuaire à la source. On passe du fleuve, dont la définition en français c'est d'être un cours d'eau qui se jette dans la mer, à la rivière, dont la définition est d'être un cours d'eau qui se jette dans un fleuve, et au ruisseau, dont la définition est d'être un cours d'eau qui se jette dans une rivière. Donc c'est un parcours amont, comme aller vers la source, c'est-à-dire vers l'absence, vers l'assèchement, d'une certaine manière, vers l'effondrement de l'instance source. La séquence suivante, jusqu'à la fin du récit, celle de la nuit défigurée, présente de manière contrastée une altération progressive, peu à peu, puis une disparition complète de ces phénomènes linguistiques, l'effacement de toute analogie figurative entre la nuit et d'autres images, qui conduit à l'apparition d'un univers indifférencié, non discriminé, non discrétisé. Et ça se passe impénétrable, innommable. Et ça se passe par une dégradation des perceptions sensorielles, par la destruction de toute communication intersubjective, et même par la disparition de l'onomastique urbaine. Les noms de rues disparaissent. Il ne peut plus les lire. La cartographie de la ville s'effondre dans cette description, envahie par la négativité, l'arrêt du temps, et finalement l'enlisement dans une figure ultime, qui est une figure mixte, où le liquide et le solide se confondent et s'indifférencient, qui est la vase. Et le narrateur disparaît avec la nuit dans la vase du fleuve, où le narrateur s'enfonce et où le sens également s'enfonce et que tout disparaît. Donc cette défigurativisation peut être homologuée à une désémiotisation, à un parcours vers la signifiance. Et parallèlement, l'état passionnel du sujet se renverse. On a au début l'euphorie de la joie. Les nuits luisantes sont plus joyeuses que les grands jours de soleil, dit-il, qui cède la place à la dysphorie de l'effroi. Une épouvante me saisit. Horrible. Jusqu'à un anéantissement modal du sujet qui sombre alors dans le silence, qui illustre dans l'écriture des énoncés d'état minimalistes et incomplets. La syntaxe de la langue se dissout à travers des énoncés. Je ne sais pas, je ne sais plus, je sais seulement, je sais cela est, voilà, hop. Et ça se termine comme ça. Donc phrase élémentaire à la fin du récit. On a l'impression que, vous voyez, au départ on a un langage complexe, avec des enchâssements phrastiques, avec des propositions subordonnées, avec des figures, etc. Et petit à petit, c'est le langage qui se rétracte dans sa construction, dans son plan de l'expression. Autrement dit, le langage se dissout dans une structure ataxique, et non plus syntaxique. Il se dissout dans l'annonnement. C'est donc l'énonciation et son sujet qui se désarticulent. Conclusion de cette petite étude, le récit peut être compris comme une fable du langage figuré. Dislocation figurative de la nuit et extinction régressive du sujet, de la parole. J'y voyais au fond une sorte de cauchemar esthétisé du langage, et je pense qu'on peut aller plus loin aujourd'hui en se disant que la défiguration rhétorique accompagne
le processus qualifié de cauchemardesque, mais qui est une sorte de disparition des repérages, des repérages figuratifs, des repérages spatio-temporels, donc figuratifs, des repérages actentiels et des repérages syntaxiques eux-mêmes. Disparition de tous les repérages, c'est-à-dire disparition de la catégorisation qui structure l'univers sémantique. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est cet effacement de la figurativité au sens rhétorique figuratif lui-même, mais plus profondément, de la figurativité comme foyer même de l'expression langagière, bien en amont de ces figures de rhétorique seconde. Et j'en arrivais à la notion de figuralité. C'est le figural qui est attaqué dans ce texte, jusqu'à la figure élémentaire elle-même, c'est-à-dire la syntaxe. La syntaxe comme figure, ce qui veut dire mise ensemble des mots. La réunion, le concert des mots, cette constante figurale de fond, dont Claude Zilberberg, je me souviens, dans un texte, dit que cette condition figurale est inexpugnable. Or, elle est expugnée, ici. Elle est inexpugnée. Le figuratif étant une variable de surface, au fond, du figural, ce figural profond. Le phénomène le plus frappant de ce texte, à mes yeux, un texte que je considère comme carrément visionnaire, si vous voulez, pour une théorie du langage, est la coïncidence, pour ainsi dire organique, entre les trois paramètres que sont la perception du monde, la figurativité dans le langage et l'identité subjective de l'énonciateur. Trois paramètres qui sont placés dans un récit qui forment une sorte de parabole allégorique du langage lui-même, du langage en acte, à la fois ceux qui le fondent et ceux qui le menacent. D'ailleurs, si on est en contact avec les pathologies du langage, avec différentes formes de pathologie du langage, on voit bien que ce qui est affecté dans le langage, il y a le texte célèbre de Jacobson, bien entendu, sur l'aphasie, mais quand on fréquente des personnes atteintes de troubles mentaux, on voit qu'il y aurait cette description dont l'affaire de la nuit de Maupassant est une sorte de fable. Je voudrais passer rapidement maintenant à un deuxième exemple, un deuxième exemple que je n'ai pas de note particulière. J'ai encore deux exemples qui me paraissent intéressants sur cette histoire de la relation entre langage, figurativité, énonciation, instance énonçante même. Mon deuxième exemple, c'est un livre tout à fait admirable de Robert Antelme, qui s'intitule « L'espèce humaine », qui a été publié chez un petit éditeur aujourd'hui disparu en 1947, c'est-à-dire juste après la guerre, 2 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et republié en 1957 par Gallimard. Robert Antelme a publié ce livre après 1 an de séjour dans un camp nazi, qui n'était pas un camp d'extermination, mais qui n'était pas un camp d'extermination au sens de Auschwitz avec chambre à gaz, mais qui était un camp d'extermination lente. Et son livre porte là-dessus. Et c'est pour ça qu'il s'intitule « L'espèce humaine ». Je voudrais comparer ce livre, L'espèce humaine. Robert Antelme, pour vous dire un mot, et cet écrivain qui n'a écrit que ce livre et un livre de poèmes, qui est l'équivalent en France de Lévi. Marco Lévy, Primo Levi. C'est un peu l'équivalent. Ça fait partie de cette bibliothèque de la littérature des camps.
Robert Antelme s'est ensuite, vers les années 50, marié avec Marguerite Duras. C'était l'époux de Marguerite Duras. Et pour moi, je dirais, c'est l'espèce humaine qui inspire l'écriture de Marguerite Duras. L'écriture littéraire de cette période post-existentialiste, si vous voulez, avec Duras, Beckett, elle vient de ce livre, L'espèce humaine. Et je vais vous dire pourquoi, à mon avis. C'est la littérature des camps. C'est l'écriture des récits de l'expérience extrême, c'est-à-dire celle des camps de la mort sous le régime nazi. Les conditions de cette écriture concernent également le problème des relations entre figurativité et énonciation. Or, elles sont traitées différemment, on a pu dire dans le prolongement de ce qu'on vient de voir chez Maupassant, mais elles sont traitées différemment par les deux auteurs que j'ai retenus ici, et de façon terriblement contrastée, chez Robert Antelme dans L'espèce humaine, et chez Jorge Semprún dans L'écriture ou la vie. Et là, vous voyez que le texte de Jorge Semprún, qui relate aussi son expérience des camps de la mort, a été publié par, et c'est la première édition, en 1994. Il a mis 30 ans à l'écrire, même plus. Tellement cette expérience, on va voir pourquoi. Cette expérience de la disparition programmée des personnes dans les meurtres de masse, dans les meurtres génocidaires, identifiés presque comme un code générique, comme expérience extrême, insoutenable en raison de son caractère absolu même, pose le problème de la représentation de l'irreprésentable. Comment donner de la présence à de l'extinction, à une visée d'absence radicale qui est celle de la violence génocidaire. Dans L'espèce humaine, le narrateur dit du SS « Je ne veux pas que tu sois ». Le SS dit « Il ne faut pas que tu sois ». Et la forme de résistance du prisonnier, du camp, c'est de continuer à vivre autant que possible pour prouver au SS que nous appartenons à la même espèce. D'où le titre, L'espèce humaine. Et donc ces deux livres ont apporté, parmi toute une bibliographie considérable de cette littérature, je trouve que dans la perspective de la figurativité qui est la nôtre, ont apporté des réponses contrastées à cette question. Tous les deux sont des témoignages de survivants des camps de la mort, publiés au lendemain de leur retour pour l'espèce humaine, pas mal d'années plus tard pour Jorge Semprún. Mais dans les deux livres, le narrateur s'interroge sur les conditions du dire. Robert Antelme observe, dans une sorte d'avant-propos, cette disproportion, je cite, entre l'expérience que nous avions vécue et le récit qu'il était possible d'en faire. Et Jorge Semprún s'interroge aussi, mais peut-on raconter? Le pourra-t-on? Or, la forme d'écriture adoptée par Antelme apporte une réponse surprenante à son interrogation. Elle présente une forme de singularité assez exceptionnelle dans l'utilisation des matériaux figuratifs que la langue met à sa disposition, au point que la forme d'écriture ici inventée modélisera ultérieurement, je vous le disais, les formes d'écriture de la littérature de l'absurde et du post-existentialisme à venir, Marguerite Duras jusqu'à Beckett. Cette forme stylistique, si on peut dire, consiste, d'après mon analyse, si vous voulez, à établir un rapport semi-symbolique entre l'expérience vécue, l'univers sensible éprouvé par les prisonniers du camp dans leur vie réelle, un rapport semi-symbolique entre l'expérience vécue et les formes d'expression et de contenu de l'écriture qui en rend compte.
plus précisément, un véritable modèle stylistique, si vous voulez, semi-symbolique se construit, établissant une homologie entre, d'un côté, les processus d'éradication programmée de la vie humaine, qui est le projet nazi, et éradication de la vie humaine et de son sens dans le camp, et de l'autre, les phénomènes d'altération et de réduction figurative dans l'écriture, de réduction des potentialités figuratives de l'écriture, jusqu'à avoir une écriture qui n'est plus qu'une ossature, en quelque sorte, une écriture décharnée, une écriture minimaliste, appauvrie, desséchée, tant sur le plan de la syntaxe, phrases courtes, utilisation de la parataxe et non plus de la syntaxe, affaiblissement des liaisons logiques, contiguïté factuelle, que sur celui de sa sémantique. C'est-à-dire que le texte présente au lecteur les objets de la vie. Manger, dormir, travailler, survivre, etc., pisser. Des phénomènes systématiques de désiconisation, désymbolisation, déthématisation. Je vais vous en donner un exemple. Et finalement de défigurativisation. C'est tout à fait remarquable. Lisez la première page de ce livre et vous serez saisi par ces phénomènes-là, qui donnent, saisi imprécive, au fond, le sentiment d'une vie appauvrie, d'une vie dont on a extrait en quelque sorte l'épaisseur de symbolisation, de thématisation. Un simple exemple pour vous en donner l'idée, tous les prisonniers, au fil des pages, de la première page à la dernière page de ce livre, sont identifiés et désignés par un seul mot. Le mot copain. Presque avec une valeur étymologique. Celui avec qui on partage le pain. Copain. Copain-copine, en français, c'est un terme très très générique pour désigner une relation de coexistence dans un espace donné. Jamais un nom propre. Jamais un prénom. Jamais un rôle thématique. On en parlait l'autre jour de rôle thématique. Jamais un nom de métier. Jamais une histoire antérieure. Jamais de récit de l'autre. Que des bribes éclatées qui interdisent de reconnaître une quelconque appartenance sociale, narrative, historique, aux coexistants, si ce n'est par des bribes éclatées. Juste copain, terme qui signifie autant par ce qu'il occulte que par ce qu'il nomme. En définitive, pas de sujet, seulement des ombres de sujets, des quasi-sujets, plus ou moins automates, quasi-sujets anonymes, dépossédés d'eux-mêmes. Les choses ont à peine un nom, le plus souvent anonymisé, elles-mêmes par l'emploi du générique. Si vous voulez, c'est l'écriture de la suspension phénoménologique, on pourrait dire, dont je parlais tout à l'heure. Cet évidement de la signification figurative montre que la figurativité elle-même est porteuse d'un certain régime narratif. Et celui-ci fait apparaître le manque au sein même de la figure. Le manque est à l'intérieur, il est incorporé dans la figurativisation. Antelme introduit donc l'irreprésentable dans l'écriture figurative, et c'est dans l'écriture figurative, et c'est à ce point que le contraste avec Semprún est absolument surprenant. Chez Semprún, au contraire, c'est exactement l'inverse qui se passe. Il faut dire que l'acte énonciatif du récit de Semprún commence par la jouissance de la liberté retrouvée. La première scène de son livre a lieu le 12 avril 1945, le jour de la libération par les Russes du camp de Buchenwald, où il était enfermé. Et le personnage retrouve une sorte de liberté de déambulation. Il va et il vient, il se promène,
Il dit « J'ai regardé les grands arbres par-delà les barbelés. Il y avait du soleil dans la forêt, du vent dans les arbres. » Bon, déjà, on a un monde figuratif qui se prend forme. Et plus loin, la place d'Appel était déserte, vaste sous le soleil. J'ai regardé Staline. Il y avait les Russes soviétiques, évidemment, en arrivant pour libérer le camp, avaient mis immédiatement un grand portrait de Staline sur les bâtiments, sur les bâtiments des déportés. J'ai regardé Staline qui semblait m'y attendre. Le nom propre, la relation, l'interaction. Et voilà notre narrateur qui entretient avec le portrait de Staline affiché dans le camp par les libérateurs une sorte de relation intime. Pas un poil ne manquait à sa moustache, pas un bouton à sa vareuse. Vous voyez, de sorte de vision loupe, c'est-à-dire d'entrer dans presque l'hyper-figurativité hyper réaliste. Autrement dit, la confiance dans la représentation figurative va jusqu'à l'hallucination perceptive. C'est bien Staline en personne que le narrateur rencontre. Chez Jorge Semprún, le contrat fiduciaire du discours figuratif est maintenu, là où il était altéré chez Anthelme. Il est même exalté. Il est pourvoyeur d'une plénitude signifiante. Le plaisir de signifier surfigurativise le discours. Avec ses métaphores, l'expérience vécue dans le camp devient une contrée immense où ruisselle l'absence. Vous voyez, si vous comptez, c'est un alexandrin. Vous voyez, ça devient une sorte de poétique. Les rôles thématiques, il assiste dans le camp, il raconte l'histoire de l'agonie de son maître professeur à la Sorbonne, Holbwax, grand professeur à la Sorbonne. Et le rôle thématique du professeur agonisant vient totalement vivifier, si on peut dire figurativement, par le rôle thématique maintenu, la présence d'un corps qui se dessèche et qui meurt. À tous les niveaux du discours, l'usage figuratif dans la langue de Semprún semble contredire le sens de l'expérience. Son ordre littéraire, historique et culturel est maintenu. On pourrait même dire qu'il est intensifié d'avoir été confronté à une expérience qui le niait. C'est comme une compensation, je dirais. C'est une véritable écriture compensatoire. C'est comme si la libération du camp, c'était aussi la libération du figuratif. Au fond, l'expansivité figurative, thématique et narrative de Semprún s'oppose à la condensation elliptique et minimaliste d'Anthelme, qui est d'ordre figuratif. Mais on a là peut-être deux réponses possibles à la même question, qui est celle de l'irreprésentable néanmoins représenté. Vous voyez, ce sont ces voix du langage. C'est un petit peu la fameuse parole du poète... c'est le grand poète allemand, j'ai oublié son nom, son nom m'échappe, d'après la guerre, qui disait, après on dit, on ne pourra plus y avoir de poésie en allemand. La langue allemande, après l'usage hitlérien, le mal fait à la langue ne pourra pas résister. Et il y a justement cette résistance de la langue qui se maintient. Hein. Au fond, deux expériences du figuratif, l'irreprésentable représenté l'un sur le mode mineur, l'autre sur le mode majeur, l'un par le semi-symbolisme qui rapproche la langue du corps sensible de l'expérience, l'autre par un symbolisme véhément qui, au contraire, souligne sa contingence. L'un par l'épure, l'autre par la saturation. Peut-être, pour reprendre une perspective flochienne, l'un sous un régime classique, l'autre sous un régime baroque, presque maniériste. Voilà un peu cette... Vous voyez, c'est pour parler de l'outre-sens que j'illustre ça. Oui, c'est ces variantes de l'outre-sens qui conduit... qui ouvre un espace considérable
à la réflexion sur la figurativité. Et comme il est presque l'heure, je vais passer sur le troisième cas, mais ça je vous invite à le lire. C'est un petit récit de Jack London. Une des nouvelles les plus connues peut-être de Jack London, qui s'intitule « Faire un feu ». Et c'est l'histoire d'un personnage, d'un type, dans le grand nord de l'Alaska, qui décide de rejoindre un campement une journée de marche ou 2 jours de marche. Il décide d'y aller seul alors qu'il fait un très grand froid. Alors c'est pas du tout notre cas aujourd'hui, mais il fait un froid de moins 60 degrés centigrades. Un froid mortel. Et les autres personnages lui disent, n'y va pas, on ne marche pas par ce temps-là. Il y va quand même avec un chien, tout seul, par ce grand froid. Et tout le long du parcours, il arrive, il fait quand même très froid. Vous savez, le froid, il crache par exemple, et il entend un petit grésillement dans son crachat. C'est la goutte de son crachat qui se gèle avant d'arriver sur le sol. Et il sait qu'il est menacé. S'il s'arrête, il peut mourir. Il faut, s'il a un problème qui se présente, il faut qu'il puisse faire un feu pour empêcher de geler complètement. Et il se trouve qu'il met le pied sur un endroit où la glace est un peu plus faible, et voilà que son pied tombe dans de l'eau glacée dessous, il ressort son pied, et il se gèle. Et il faut faire un feu. Et c'est toute la dramatique du feu. C'est vraiment les figures élémentaires, quoi. Et c'est ce feu domestique, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais qui ne réussit pas à partir. Mais ce qui est tout à fait remarquable dans ce texte, qui est inouï sur le plan du rapport entre figurativité et perception, c'est la décomposition perceptive. Le récit de la décomposition perceptive du personnage. Par exemple, le froid. Mais le froid épouvantable avait déjà chassé toute sensation de ses doigts. Alors qu'il s'efforçait de prélever une allumette, le paquet tomba dans la neige. Il essaya de le ramasser sans succès. Ses doigts morts ne pouvaient plus ni toucher, ni saisir. Il fit très attention. S'interdisant de songer à ses pieds, son nez et ses joues en train de geler, il consacra toute son âme aux allumettes, le regard concentré substituant le sens de la vue à celui du toucher. C'est un texte sur la, non pas la synesthésie naturelle, mais c'est sur la diesthésie. Lorsque les sens, la sensorialité se disjoint, les différents canaux sensoriels se séparent et se disloquent. Et il y a un petit passage, par exemple, plus loin. Alors évidemment, les doigts n'obéissent plus, les trucs comme ça, mais il y a un petit passage où l'homme s'assit quelques instants dans la neige, luttant pour retrouver son calme. Puis il enfila de nouveau ses moufles à l'aide de ses dents, parce que les dents restent l'ultime instrument de préhension. Il prend les allumettes avec les dents. C'est l'ultime organe, c'est le premier des organes. Rappelez-vous, le roi Gourand, la position debout de l'homo futur sapiens permet de libérer les mains et de dispenser les dents de la seule fonction de préhension. Et là, on a un retour à cette fonction de préhension. Et il enfila à l'aide de ses dents et se remit sur pied. Il jeta d'abord un regard sur le sol pour s'assurer qu'il était bien debout. L'absence de toute sensation dans ses pieds le dissociant de la terre. Non, c'est un texte absolument. Alors je ne raconte pas la suite, mais c'est toute cette question, vous voyez, le contact vraiment de l'instance corporelle. Là, c'est de l'instance corporelle avec
la saisie somatique du monde par la sensorialité qui se défait, qui se disjoint, et qui nous font le récit, au fond, de cette figurativité première associée à la figurativité, associée à l'art. Donc voilà ce sujet. Vraiment, je vous invite à lire ce texte parce que comme instrument de réflexion sur le lien entre le figuratif et l'esthésie, en l'occurrence une esthésie très dysphorique, est totalement extraordinaire. Et je voudrais terminer par une petite réflexion sur les nouveaux enjeux de la figurativité dont je vous ai parlé au début, et montrer en quelques minutes l'apparition de cette nouvelle problématique de la figurativité dans notre monde contemporain, liée directement au changement climatique. Vous connaissez sans doute le livre de Bruno Latour qui s'intitule « Face à Gaïa », qui est la chaîne d'une 7 ou 8 conférences, 8 conférences sur le nouveau régime climatique, qui a été publié en 2015 aux éditions de la Découverte. Or, Bruno Latour inaugure la première des 8 conférences qu'il va faire par ceci que je vous lis. C'est pas ça, c'est autre chose. Ça, on va revenir après. Il dit: ça n'arrête pas. Chaque matin, ça recommence. Un jour, c'est la montée des eaux. Un autre, la stérilisation des sols. Le soir, c'est la disparition accélérée de la banquise. Au journal de 20 heures, entre 2 crimes de guerre, on nous apprend que des milliers d'espèces vont disparaître, avant même d'être proprement répertoriées. Chaque mois, les mesures de CO2 dans l'atmosphère sont plus mauvaises encore que celles du chômage. Le niveau des mers ne fait que monter. Le trait de côte est de plus en plus menacé par les tempêtes de printemps. Quant à l'océan, chaque campagne de mesure le trouve plus acide, etc., etc. Et il s'étonne ensuite, personne ne réagit à cela. Autrement dit, l'incipit de ce cycle de 8 conférences sur Gaïa consiste à nous immerger dans le figuratif. Le figuratif qui nous fait entrer dans le théorique. C'est cette éruption de la figurativité qui est en train d'advenir, si j'ose dire, et qui va changer beaucoup de choses. D'où, je crois, apparaissent de nouveaux enjeux de la figurativité, manifestés simultanément dans le réel et dans le discours. Simultanément écologique, éthologique, biologique, chimique, climatique, géographique, philosophique, politique. À la croisée de toutes les disciplines et de tous les genres textuels, une nouvelle figurativité fait donc irruption dans le langage, dont il nous appartient peut-être, en tant que sémioticiens, d'explorer les tenants et les aboutissants. Car cette sémantique figurative a une propriété étonnante. Elle concerne les 4 éléments, eux seuls, et sans exception. Ils forment une totalité. D'une certaine manière, la totalité du monde sensible. Le changement climatique affecte les axiologies figuratives élémentaires. Il y a l'eau, sous ses différentes formes, solide, la glace, les glaciers qui fondent, qui glissent, qui s'effondrent, liquide, l'océan et la pluie, gazeuse, l'humidité et la sécheresse. Il y a la terre, la roche, les montagnes, les montagnes qui glissent, les roches qui glissent sur le permafrost qui fond, les traits de côte, le désert, la planète. Il y a l'air, le vent, les gaz à effet de serre, le CO2. Il y a le feu, les incendies. Au sein de tout cela, il y a le vivant, le végétal sous toutes ses espèces, l'animal sous toutes ses espèces, l'humain sous sa seule espèce. C'est une véritable encyclopédie de tous les paradigmes figuratifs qui viennent interpeller nos existences sensibles, médiatiques, sémiotiques. Or, cette figurativité élémentaire est puissamment narrativisée. Elle est soumise à un même programme de disjonction, quasiment invariant. Son inscription à des titres actentiels divers, tantôt objet, tantôt destinateur, tantôt sujet, dans ce qu'on appelle des phénomènes extrêmes. C'est le problème des valeurs extrémales.
du superlatif au-delà du superlatif. Ce sont les ouragans, les méga-feux, les inondations dévastatrices, les glissements de terrain, les grandes sécheresses croissantes, qui forment une chaîne de motifs, au sens courtésien, si on peut dire, des motifs soigneusement identifiés, qui surgissent sur le mode concessif de la sémiotique tensive. Bien que ce soit invraisemblable, ça arrive. Le concessif est une sorte de règle syntaxique, c'est-à-dire que c'est l'attente de l'inattendu. Cette figurativité je pense à un volume, je l'évoquais tout à l'heure, un volume édité par Jacques Fontanille il y a très longtemps à propos de ce sujet, la quantification et ses variations, la quantité et ses modulations qualitatives, en 1975 peut-être, quelque chose comme ça. Le linguiste Antoine Cuglioli, que vous connaissez peut-être, le linguiste Antoine Cuglioli, qui est un spécialiste remarquable des opérations énonciatives, a écrit un article très intéressant dans ce volume sur l'exclamation en discours, sur l'exclamation, où il développe une théorie des valeurs extrémales, à partir d'exemples très modestes, du genre « quel gâteau ?» Ça, pour être un gâteau, c'est un gâteau. Et il fait tout un inventaire de ces expressions de la langue courante pour dire ce qui forme la limite. Imaginez ce qu'on dit. Ça, pour être un ouragan, c'est un ouragan. Ça, pour être une sécheresse, c'est une sécheresse. Quelle sécheresse! Oui. Et ce qu'il montre, c'est que la leçon des valeurs extrémales, dans le champ du superlatif, c'est qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a rien pour mesurer les phénomènes extrêmes. Et que certains seuils, une fois franchis, le concept même de seuil perd sa signification. Et là, je parlais tout à l'heure du blockbuster américain Twister, qui illustre bien cette grammaire de l'extrémal. Vous savez, c'est le corridor. Le film raconte le corridor des tornades aux États-Unis, qui est parcouru par des tornades géantes que décident d'affronter des chasseurs de tornades. Et on est dans l'hyperfigurativité de l'hypotypose, qui devient une sorte de norme. La démesure devient la mesure. L'effroi devient la moyenne des affects. C'est-à-dire, et évidemment, il y a le super-héros qui réussit à bloquer une tornade dans l'histoire. Mais cette figurativité, à la fois élémentaire et superlative, non pas poussée aux extrêmes, mais au-delà de l'extrémal disponible, je veux dire disponible et dans l'expérience et dans le langage, me paraît une affaire tout à fait importante sur laquelle même j'ai travaillé sur la sémiotique de l'océan et des interrogations entre littérature et écologie, si vous voulez, sur la question de l'océan. Et une hypothèse qui est tout à fait frappante, c'est que, de ce point de vue-là, si vous voulez, c'est que quiconque a navigué au-delà des côtes, au milieu de la mer, connaît cette expérience de se trouver dans un univers figuratif élémentaire, où il y a deux éléments, l'air et l'eau, rien d'autre. Et en dehors des événements de tempête ou de vent, etc., généralement, l'air et l'eau sont immobiles et se reflètent. C'est bleu sur bleu, c'est gris sur gris. Et vous êtes là, dans un univers où comment dirais-je, le contact avec le monde perceptif, le contact perceptif avec le monde trouve une sorte de forme élémentaire. Et j'étais frappé, faisant quelquefois le quart sur un cargo avec des officiers ou des matelots de quart, inévitablement pendant la nuit, face à ce monde élémentaire, les marins se mettent à parler métaphysique. Ils sont sur la planète. Ils sont sur une planète. Une boule qui roule vers l'infini. Et
et je me suis interrogé sur cette propension je voulais, à cette discussion métaphysique et sur le lien qu'il pouvait y avoir entre l'expérience figurative élémentaire et ce genre de discours. Parce qu'il est vrai que lorsque nous sommes dans un monde terrestre comme le nôtre, le foisonnement figuratif autour de nous, les plantes, les pierres, les gens, tout ce qui est dans une ville comme, comme celle où nous sommes actuellement, nous éloigne du sentiment de la planète. Et qu'il faut aller quelquefois dans des paysages de ce genre pour le retrouver, ce sentiment. D'ailleurs, le désert, produit Charles de Foucault, etc., ce sont ces expériences élémentaires, figuratives élémentaires qui le donnent. Et j'ai cherché dans les romans de mer si ce phénomène était marqué. Et évidemment, si vous lisez Melville, Moby Dick, ou si vous lisez Conrad, Typhon, ou Le Nègre du Narcisse, ou si vous lisez Victor Hugo et Les Travailleurs de la mer, eh bien, vous retrouvez ce motif-là très présent. Et il me semble que c'est un élément qui entre, si on peut dire, dans cette réflexion sur la relation, enfin, cette hypertrophie des phénomènes liés à la structure élémentaire figurative. Et pour terminer, je voudrais évoquer juste, et j'en viens à ce petit texte, une interview d'une jeune scientifique qui s'appelle Nastasia Martin, anthropologue et écrivaine. Peut-être tu la connais? Tu connais elle est titulaire au CNRS de la chaire intitulée, écoutez bien, Habitabilité de la Terre et transition juste. Et à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Elle a soutenu sa thèse avec Philippe Descola, dont le livre Par-delà nature et culture est devenu le livre de chevet d'un certain nombre de sémioticiens, et qui a été pour elle une fulgurante révélation. Et c'est ainsi qu'elle a pris contact avec Descola, lui a proposé un sujet de thèse. Elle vient de publier un livre intitulé, que je n'ai pas encore lu malheureusement parce que je n'ai pas eu le temps, Les sources de glace, où elle parle sur la fonte inexorable des 200 000 glaciers du monde. Et la fonte inexorable des 200 000 glaciers du monde a pour effet de faire disparaître une mémoire géologique. Ce qui dit, c'est une bibliothèque planétaire qui disparaît. Car vous savez que les carottes que comment on appelle les spécialistes de la glace, j'ai oublié le nom, qu'on plonge, c'est une plongée dans le temps. On remonte à la glace des centaines de milliers d'années plus haut. Et on retrouve, évidemment, par des petites bulles d'air, de l'air des époques géologiques antérieures. Et on peut analyser la composition de l'air de ces époques géologiques antérieures. Donc c'est une archive, la glace. C'est une archive du temps. Et ce livre porte sur cette disparition-là, tout à fait passionnant. Et elle écrit ceci. Enfin, c'est pas elle écrit, j'ai transcrit ce qu'elle dit oralement dans cette émission à la radio, que je l'ai entendue un jour, et j'ai trouvé ça tout à fait remarquable, et qui rejoint tout à fait ma propre préoccupation, si vous voulez, de sémioticien de la figurativité. Elle dit « Les grands cycles géochimiques ne connaissent pas de frontières, et la question posée par le changement climatique, c'est la question de ces éléments, l'air, le feu, l'eau, la glace, la terre, la roche. Ce sont ces éléments qui sont en train de se lever avec le changement climatique, et ils sont en train de devenir complètement hors de contrôle. » Phénomènes extrêmes. Ils nous posent une question, et cette question, elle est posée déjà dans le Grand Nord, elle est posée avec ces hommes sauvages, enfin les Évènes, elle travaille dans le Kampuchéa, c'est son lieu d'exploration anthropologique. Elle a été posée dans le Grand Nord avant d'arriver chez nous, mais aujourd'hui c'est fini, il n'y a plus d'avant-poste, il n'y a plus de refuge, puisque, où que vous soyez, cette question-là viendra vous trouver, les saumons ne remontent plus les rivières, point. Cet effondrement et ce sens commun qui ne fait plus sens sont en train d'intervenir partout.
Mais ce qui est différent, ce sont les outils qu'on se donne pour répondre. Et c'est là où se trouve, à mon avis, le questionnement pour une figurativité. Je terminerai simplement avec cette autre citation lors de cette interview que j'ai trouvée tout à fait remarquable. Y a-t-il d'autres manières de traiter ces éléments? Les éléments, l'air, l'eau, le feu, ce qu'on appelle en sémiotique les axiologies figuratives élémentaires. De les traiter d'une autre manière que comme des milieux... Y a-t-il d'autres manières de traiter ces éléments? De les traiter d'une autre manière que comme des milieux abiotiques ou comme des flux géophysiques qui ne sont absolument pas des agentivités. Y a-t-il d'autres manières de s'y relier? Et quelles sont-elles? Quels sont les rituels qu'il faut performer pour tenter d'entrer en relation avec ces flux-là? Alors que, a priori, c'est quand même très compliqué de dialoguer avec une montagne ou avec une rivière. Voilà le chantier qui a été lancé, qui continue d'être mon terrain de recherche actuel, dans la famille du Campuchea avec laquelle je travaille. Que peut-on apprendre? D'abord se rappeler que des formes de dialogue entre des entités de composition différentes, entre un humain et une rivière, un humain et une montagne, et autres, sont possibles. C'est un travail ethnographique qui permet de se rendre compte, de se rendre capable de décrire les manières et les rituels mis en place pour se remettre en capacité de dialogue. Bien entendu, on ne peut pas plaquer ou importer ces manières de faire d'une autre culture. Il faut retrouver en nous-mêmes les puissances de réinventer des formes de dialogue qui nous sont accessibles. Pour moi, c'est les enjeux d'une figurativité. On a presque là un programme pour une réflexion sur la figurativité aujourd'hui. Et pour conclure, je dirais que le langage nous met bien au cœur du problème. Le langage nous met au cœur du problème. C'est ainsi un univers figuratif devenu figural qui façonne nos catachèses. Je ne vais pas parler de catachèses, mais c'est un de mes trucs, et nous impose des représentations, et nous impose des comportements. C'est à cela qu'il faut travailler si on veut faire face à la transformation des régimes figuratifs des éléments impliqués dans le changement climatique. Il faut se rendre compte que nos mots ne veulent rien dire, littéralement, ou plutôt que ce que l'on aura attribué par animisme. L'animisme dans le langage, en tant que vouloir dire, consiste à projeter un masque sur les choses qu'on croit ainsi désigner. Or ce masque, le masque de l'intentionnalité prêtée au langage, écrase le potentiel discours des puissances d'agir, il nous rend sourds à ce que les choses, même par une sorte de prosopopée, veulent nous dire. Il faut donc démasquer les mots pour démasquer les choses. Voilà peut-être un des enjeux théoriques de la nouvelle figurativité. La figurativité, loin de représenter le monde comme si les mots désignaient tout bonnement les choses, relève en réalité, à travers toutes ces manifestations et ces niveaux de saisie littéraire et autres, de l'ethnosémiotique. Or, de l'ethnosémiotique à l'ethnométaphysique, il n'y a qu'un pas. Le sémioticien ne le franchit pas, bien sûr, mais il peut observer ce pas, il peut le dilater, examiner les traces et jeter sur lui sa loupe et poser des jalons pour y cheminer. Voilà, je vous remercie. Ah bon. Merci. Donc, merci pour cette belle conférence. Nous allons passer aux questions. Peut-être il y a déjà une question qui est toute prête, je crois. Isabella. Merci. Non, mais j'ai posé la question tout à l'heure. Non, mais je t'en prie de revenir un moment sur cette conclusion, si tu peux, parce que c'est assez choquant qu'il faut démasquer les mots pour démasquer les choses. Alors, et les passages encore de l'ethnosémiotique
à l'ethnométaphysique. Donc ça, je ne le franchis pas. Hein. Oui. Le passage de l'ethnosémiotique à l'ethnométaphysique, ça c'est Anastasia Martin qui le franchit, et c'est tout le problème et toute la discussion qu'il y a derrière Gaïa, vous savez, derrière la métaphore de Gaïa utilisée par Bruno Latour, qui est d'entendre le monde dans la période actuelle comme une immense prosopopée. Le monde nous parle. Vous voyez, et de quitter le naturalisme dont parle Descola pour entrer dans l'animisme, pour entrer dans ça, moi, je crois que ce que je crois assez profondément, presque en tant que sémioticien, c'est que la sémantique relève de l'ethnosémiotique à la base. Et ça, on l'oublie, et on en oublie les enjeux. Et que quand je dis les mots masquent les choses autant qu'ils les désignent, je le crois aussi assez profondément. Je crois que l'écran, c'est l'écran dont parle Greimas, mais c'est pas forcément l'écran du paraître en termes philosophiques. C'est l'écran sémantique. L'écran sémantique, la méthode phénoménologique de l'époquet, qui est un acte méthodologique au fond de suspension, permet un peu de percer, qui permet un peu de voir à travers, un peu de suspendre. Vous voyez, la théorie, je pense que la théorisation par Paolo Fabri du simulacre va très loin. Elle va jusqu'au sémantisme lui-même. C'est-à-dire que ce que l'on nomme identifie et masque en même temps. Ce que l'on nomme fait écran à ce que l'on nomme. C'est ça, c'est cette idée. Pour moi, je suis très convaincu de cela. Ça me fait toujours penser à cette phrase de François Mitterrand. François Mitterrand a eu, lorsqu'il a fait le discours de prise de possession du pouvoir de président de la République, il a eu une phrase, malheureusement je ne la connais pas par cœur, mais je pourrais juste la résumer, mais une phrase alors qui à mon avis devrait faire partie de la littérature. Il dit: en ce jour où je prends possession de la plus haute charge, je pense à ces millions et ces millions de femmes et d'hommes, ferments de notre peuple, qui n'ont eu accès dans la paix et dans la guerre qu'en de très brefs instants, par de très brèves fractures de notre histoire. C'est l'invisible qui devient momentanément visible. Et ce qu'il disait, ce que François Mitterrand disait là, du peuple, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui des choses. Il faut que restituer l'invisible du visible. Et le travail sémantique, il est là. Je crois, la connaissance sémantique, sémiotique, elle doit accorder au non-visible du visible une part aussi importante qu'au visible. C'est presque méthodologique seulement. Merci. Merci beaucoup d'abord pour ce discours que nous suivons depuis ce matin. Tu peux, oui. Qui nous a enrichis, qui nous a changé le monde. La conclusion, à mon avis, quand je suis venue à la fin de... Est-ce que tu peux mettre le micro plus près de ta bouche, presque à toucher. Voilà. Et quand je suis arrivée à la fin de la dernière phrase, j'ai dit que Denis Bertrand commence un autre travail. C'est le commencement, j'ai eu l'impression. Et je voudrais, comme on ne se verra pas demain, je voudrais te remercier aussi pour hier et pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as parlé hier de 5 doigts d'une main, par commencer avec M. Greimas et finir par Brandon. Et tu es la paume de cette main. Tu les synthétises d'une façon très brillante, très compréhensible, avec des analyses, avec tes analyses littéraires, politiques, sociologiques, qui nous ouvrent d'autres portes de la sémiotique. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Est-ce que vous avez des questions? J'en aurais juste une toute petite. Vous avez parlé de la synesthésie, de la synesthésie. Oui, de la synesthésie, de la diesthésie. Diesthésie. Et donc l'anesthésie peut-être. Et de l'anesthésie, bien sûr, à laquelle on est tous voués. Est-ce que vous avez plus, vous pouvez peut-être plus décrire le passage entre la synesthésie et la dysthésie, éventuellement la oui, diesthésie. Ça, je crois que c'est un très très grand sujet, si vous voulez ça. D'abord, en France, vous savez, dans la formation scolaire, il y a un poème que tous les Français apprennent par cœur, à mon époque en tout cas, c'est le poème de Baudelaire, Correspondance. Vous connaissez sans doute, hein, les sons, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. C'est la correspondance. Et qui élève la synesthésie au niveau de l'expérience esthétique. Mais en même temps, cette merveilleuse découverte occulte le fait que la synesthésie est la condition élémentaire de la perception du monde. C'est-à-dire que nos sens se répondent, confirment, et c'est ce que Merleau-Ponty explique longuement dans Phénoménologie de la perception, c'est que chaque canal sensoriel développe une expérience qui est confirmée par l'autre canal sensoriel. Je perçois le rugueux par ma vue et je viens le toucher avec mes doigts. Je perçois l'opaque. Si ma main traversait ce que je perçois comme dur, je serais effaré d'être dans le monde de l'hallucination. Donc il y a une collaboration intersensorielle qui est à la base, qui est donc synesthésique, qui est à la base de l'expérience humaine, enfin, de l'expérience du monde naturel, de la sémiotique du monde naturel, comme on dit Grémas. Et c'est plutôt les phénomènes de diesthésie qui sont singuliers. C'est ce qu'on va rechercher. Par exemple, Montaigne raconte dans ses essais, comme il était gastronome, qu'il aimait bien, qu'il n'aimait pas ces repas où il y avait de la musique, où l'on jouait de la musique, où un orchestre était là, parce que ça distrayait la sensation de la saveur, et qu'il fallait focaliser l'expérience sensorielle sur la saveur et pas la distraire avec de l'ouïe, vous voyez, de même la conversation, etc. Et on peut, donc la diesthésie, c'est la séparation de cette synesthésie qui peut être spontanée, travaillée. Merleau-Ponty raconte cette expérience pathologique de la diesthésie, de la séparation esthésique, dans l'histoire du schizophrène, qui est dans le jardin de l'hôpital psychiatrique où il se trouve, et qui dit à son médecin: je vois l'oiseau sur la branche, là au-dessus de nous, j'entends le chant de l'oiseau, mais entre ces deux expériences, je ne fais aucun lien. Je ne vois pas du tout le rapport qui existe entre l'oiseau que je vois et le cri que j'entends. La synesthésie devient le titre de problème. Vous voyez, c'est que ces conjonctions et ces disjonctions sensorielles, je crois, sont des phénomènes. L'histoire de faire un feu de Jack London, c'est précisément cette séparation des régimes sensoriels qui sont la première phase, en quelque sorte, de l'altération de la vie. Et je ne spoilerai pas la fin de l'histoire, mais vous l'avez compris, certainement, parce que c'est une très brève nouvelle, mais tout commence par cette séparation. Il faut vérifier que ses pieds touchent le sol, parce que la sensation tactile du toucher du sol, il faut vérifier par la vue que les pieds touchent le sol, parce que la sensation tactile du contact avec le sol par les pieds a disparu.
voyez, donc, c'est tous ces phénomènes-là, moi je pense, sont très intéressants et concernent bien ce lien entre... c'est pour ça que je dis le monde figuratif masqué, parce que quand on lit un roman ou quand on lit même poème, on a quand même la sensation que c'est notre expérience ordinaire qui est restituée d'une certaine façon, qui est elle-même synesthésique. Ou hyperesthésique. Pardon? Si, allez-y. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Oui. Oui, je voulais ajouter aussi que du coup, je pense que quelque part, il y a une perte de mémoire, ou bien on peut définir la mémoire comme ce qui fait lien. Enfin, Comme ce qui fait lien. Oui. Puisque si le lien disparaît, la mémoire disparaît. Bien sûr. Madame, d'abord, merci beaucoup parce que c'était la question que je voulais poser. En fait, donc, sur cette distinction et la comparaison entre la synesthésie et la diesthésie, il m'a semblé que cet effacement, je vais dire information, en fait, est unidirectionnel. Une fois que, comment dire, le dommage, l'effacement est effectué et réalisé, on ne peut pas récupérer les informations sémiotiques, peut-être, qui étaient dedans. Donc, est-ce que vous serez d'accord avec cette approche? Ce que vous observez, évidemment, demanderait à être confronté à des études quasiment de laboratoire et d'expérience. Mais en tout cas, ce que vous indiquez là rejoint l'hypothèse de Jacobson dans son étude de l'aphasie, et dans la perte progressive des constituants du langage et dans le caractère irréversible de cette perte. Je ne sais pas si on peut avoir une sorte de... Si vous voulez, on a fabriqué en sémiotique des schématisations. Le premier grand schéma produit par la sémiotique à l'époque narrative, c'est le schéma narratif canonique. Ensuite, il y a eu, proposé par Greimas et Fontanille, le schéma passionnel canonique. Ensuite, on a pu proposer un schéma esthésique canonique. Je pense que moi, ça a paru formulé par Paul Valéry, qui parle de ces sensations particulières éprouvées en état de manque, comme la faim, si vous voulez, la faim, la sensation de la faim, qui se liquide, qui se résout par l'acte de s'alimenter. Et la sensation disparaît. La sensation du manque disparaît. Or, il y a d'autres types de sensations donc esthésiques, montre Paul Valéry, qui au contraire, en se satisfaisant, renouvellent le manque. C'est le désir esthétique où le manque éprouvé est satisfait et la satisfaction réengendre le manque. Et après, on voit bien comment il y a une schématisation qui se profile là, qui pourrait être de l'ordre du schéma narratif ou du schéma esthétique. Et ce que vous dites, ce que vous suggérez relativement au parcours de synesthésie, diesthésie, pourrait faire l'objet, mais moyennant étude et surtout bien sûr confrontation avec l'univers de la psychopathologie, dans une relation entre les deux, pourrait faire l'objet d'un projet de schématisation. Yeah. Merci. Très bien. Donc nous allons terminer cette première séance de la 3e journée de la 2e école d'études en sémiotique de l'Université de Galatasaray. Et nous allons nous retrouver après manger cet après-midi vers 14h30. Merci bien. Merci beaucoup. Merci bien.